Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Point de vue. Collection dirigée par Denis Prienne. Et François Manga Akoa. Déjà paru. Alassane Khodeiya, Le Sénégal sous Wade, 2010. Gérard Bossolasco, Éthiopie à la une. Journaux et publicités. 1865 à 1935, 2010. Jean-Célestin EDJANGUE, Les colères de la faim, 2010. Jean-Célestin EDJANGUE, Cameroun, Un volcan en sommeil, 2010. Gilbert Top, Communication politique et développement en Côte d'Ivoire, 2010. Alexandre Wattin, Les détachements hawks-éperviers au Tchad 1986 à 1989, 2010. Essai à Mouzou, Gilles-Christ Olympio et la lutte pour la libération du Togo 2010. Alexandre Gerby, Décolonisation de l'Afrique ex-française 2010. Ignace Niang, Le développement de l'Afrique, un devoir pour les Africains 2010. Yahya Sy, Légitimation de l'esclavage et de la colonisation des nègres 2009. Emmanuel KNGNEPO-KAM, La France et les États-Unis au Cameroun 2009. Raphaël BINDARYE, Le bonheur d'un couple. De 20 à 80 ans 2009. Cyriaque Magloire Mongo des ZON, Relever les défis électoraux en Afrique, 2009. Cyriaque Magloire Mongo des ZON, né après les indépendances, 2009. Viviane GNAKLEAGNERO, Crise ivoirienne. Se projeter au-delà des présidentielles, 2009. Pour la sauvegarde de la mémoire des victimes anonymes du tremblement de terre du 12 janvier 2010 à Haïti, et afin que l'on se rappelle toujours que ce bout de territoire émergeant de la mer si loin des côtes africaines et frappé de 1000 malheurs, est la première république noire indépendante de toute l'histoire politique de l'humanité. Introduction. Face à la rapide mutation des planifications géostratégiques et face à l'apparition de nouveaux acteurs pratiquement insaisissables dans leur comportement et dans leurs objectifs, ce sont tous les dogmes classiques qui, durant des décennies, auront constitué le postulat de base des relations internationales qui sont à revoir. En effet, depuis les attentats de 2001 qui ont frappé les États-Unis, il faut bien convenir que les visages traditionnels des conflits internationaux ont changé complètement. Aucun État, grand ou petit, n'est plus en mesure aujourd'hui de dire avec une totale confiance qu'il a la maîtrise de sa sécurité, et encore moins de l'ordonnancement de ses alliances. Ce ne sont plus les stratégies qui sont en action dans la conduite des États, ce sont des tactiques de circonstances adaptées aux urgences des jeux et des enjeux. L'époque où l'on enseignait aux étudiants débutants en relations internationales que les fondements et les principes de la politique étrangère des États sont immuables, est révolue. 5 décennies en arrière, ni la France ni les États-Unis ne manifestaient aucun souci pour le contrôle et la loyauté de leurs citoyens et surtout pas pour la composition nationale et religieuse. Aujourd'hui, la brutalité de l'expression des intérêts identitaires force la prise en compte de certains détails. Il ne faut pourtant point se faire des illusions sur le statut des uns et des autres dans l'arène internationale, tant le fossé entre riches et pauvres d'une part, et entre les démocraties et les totalitarismes d'autre part s'est aggravé. L'apparition des pays émergents, véritable tour de Babel, considérés comme le centre des nouvelles convoitises d'influence, constitue à n'en point douter une raison de croire que les paramètres classiques de gestion du monde ne sont plus figés. En tout état de cause, seule une lecture pragmatique, mieux élaborée à partir des phénomènes et des événements ponctuels, offre l'occasion maintenant de capter les sources théoriques des acteurs. Le meilleur internationaliste n'est plus celui qui, arguant des attributs vénérés de chercheurs érudits, se cantonnerait dans ses théories anciennes, pour conclure sur les intentions des États-nations. Entre le refus d'Israël de mettre fin à la colonisation des territoires palestiniens en Cisjordanie malgré la demande de Washington, et malgré les injonctions de l'ONU, le refus de l'Iran de mettre fin à son projet d'enrichissement d'uranium malgré la ferme condamnation de l'AIEA, l'initiation d'un débat très contesté en France sur l'identité nationale, la brouille permanente entre le dictateur Mugabe et son premier ministre des '. Opposition Morgan Tsvangirai,
les massacres commis par le régime putschiste à Conakry et les diatribes anti-impérialistes d'Hugo Chavez, il n'y a aucune possibilité de dégager un enseignement théorique homogène capable de constituer les bases d'un droit intime de la diplomatie. Dorénavant, l'événementiel en impose au structurel et la tactique en impose à la stratégie. Mais c'est dans la combinaison intelligente de ces couples présents dans toute approche globale d'analyse qu'émerge la vérité sur la signification, le sens et la portée des actes des États-nations. Il faudrait alors convenir que la diplomatie revient à ses fondamentaux par notre lecture circonstanciée. Si en effet la diplomatie est l'expression concrète des intérêts promus au rang du patrimoine sacré des acteurs internationaux, elle est mieux validée lorsqu'elle redevient science de négociation et d'adaptation, art de survie et d'appropriation des imprévus. La rigidité des planifications ne peut que trahir les options de coexistence des contradictions, et les urgences de coopération pacifique des systèmes et des régimes à principes de gestion différents. Personne n'avait prévu la crise financière économique qui, à partir de septembre 2008, a ébranlé toutes les prévisions de croissance dans le monde. Pourtant, il a fallu procéder à une analyse d'adaptation qui a conduit les dirigeants des grands pays puissants à dédire leur choix de gouvernance économique, cassant durablement ou fermement au passage les dogmes qui avaient dominé leurs programmes électoraux. En lieu et place d'un discernement figé des actes et des événements qui portent l'estampille de certaines stratégies et théories, c'est dans chaque démarche, dans chaque déclaration positive ou négative, que se dégage l'entièreté des contradictions qui meublent la scène diplomatique mondiale. De la modification de la Constitution au Niger par un président devenu fou du pouvoir, à l'attentat terroriste qui a coûté la vie à 4 membres du gouvernement somalien et une douzaine d'étudiants en médecine en novembre 2009, une analyse circonstanciée dégagera les mêmes alliances, les mêmes intérêts stratégiques explicites ou implicites. Dans le premier cas, la politique française en Afrique et ses lourds investissements dans l'uranium nigérien sont en jeu, pendant que dans le deuxième cas, la guerre sans pitié que mènent les groupuscules d'Al-Qaïda contre les États-Unis s'exprime. Notre apport dans cette présentation d'une série de textes brefs, concis et riches à la fois, se veut l'élévation de la compréhension des relations internationales au-delà des canons théoriques statiques. C'est peut-être une manière de faire, de voir et de choisir qui ne sied pas seulement à la culture anglo-saxonne créditée d'une plus grande capacité d'objectivité, mais aussi à notre propre volonté de transcender la vieille pédagogie de la réglette mathématique qui cultive l'art de la récitation. C'est aussi une option académique pour une autre manière de forcer l'ébranlement des faits, pour laisser transparaître la substance des comportements des acteurs internationaux qui, finalement, formulent la norme scientifique déposée. Chaque texte apparaîtra ainsi comme une construction autonome répondant à toutes les caractéristiques d'un grand chapitre. Le monde tel qu'il se présente et se projette dans le quotidien immédiat n'a jamais manqué d'offrir aux protagonistes des contentieux de l'existence plusieurs alternatives. Aux échos troublants et désespérants des champs de bataille correspondent les applaudissements assourdissants des victoires engrangées par les ennemis d'hier. À la réconciliation impossible d'un bout, s'élève l'unité et l'entente retrouvée de l'autre. Il en va toujours ainsi, et l'humanité ne fut réellement jamais exposée à la désolation, sans que ce ne fût par la faute de quelques dirigeants fous, qui ne surent pas faire le bon choix, saisir la bonne occasion. Il faut entendre les bruits de bottes en Guinée et en Mauritanie, pour mieux se souvenir que ailleurs, au Gabon, au Cameroun, au Congo ou au Burkina Faso, quelque chose ne va pas, et quelque malheur frappe avec insistance à la porte de ceux qui, comme des éboueurs écervelés, ont bouché des voies d'eau. Et si l'on peut entendre des sons de réconciliation provenir des clameurs de la Centrafrique, c'est pour tout de suite s'inquiéter de ce qui se trame avec peine et risque, dans une Côte d'Ivoire qui continue de panser des plaies, mais qui surtout ne comprend toujours pas ce qu'elle a fait de l'héritage de son premier président. Nous l'avons évoqué sans insistance, le Ghana, et sans doute parce que nous ne voulons pas croire que des anges sont tombés du ciel pour indiquer le chemin dans ce pays. Nous sommes honteux à regarder tout proche d'ici, une si belle promesse naturelle de bonheur et de richesse qu'est le Cameroun plongé dans un dangereux abîme. Gérer un peuple n'est certainement pas le plus facile des contes à écrire, mais écrire un conte à trave des discours de mensonges et d'arrogance irresponsable,
peut être considéré à l'expérience de certains autocrates comme un exercice des plus banals. En réalité, c'est du choix des orientations, des considérations, des cultures, des mœurs et des valeurs que dépend finalement le destin que les dirigeants du monde construisent ou ambitionnent de construire pour leur peuple. Certes, il n'est pas exclu que le diable habite certains individus qui, placés sans trop d'efforts à des pôles de commandement, se mettent à remplir les livres d'histoire, de drames, de faits cruels, de marques de haine, de preuves de la méchanceté et de la bêtise humaine. Nous l'avons vu au Cambodge devenu Kampuchéa démocratique, sous la furie criminelle d'une bande de sanguinaires qui proférait la pire des doctrines, celle qui écrase et déshumanise, celle qui affame, celle qui organise la destruction de la chair et transforme des champs de végétaux en cimetières. Nous l'avons encore vu lorsque par le fait des hommes, le commandement des incapables et des idiots, le plus élémentaire des incidents devient un prétexte de profanation des églises et d'orchestration des génocides. L'Allemagne nazie témoigne, l'Ouest Cameroun sous les bombardements français au napalm accuse et le Rwanda d'il n'y pas si longtemps rappelle. Mais n'en déplaise à tous ceux qui ne croient pas à l'école de la raison tardive, le monde retient dans ses plus éloquents succès de la reconquête de la fraternité et de l'amour, la réunification de l'Allemagne, et cette image glorieuse presque éternelle de Nelson Mandela et Frédéric de Klerk recevant le prix Nobel de la paix. Le décor de ces moments de raison et de reconfiguration positive de l'amour de l'humanité dans sa plénitude et sa solennité, nous interpelle pourtant de façon grave. Le Cameroun entre dans ce début d'année 2009 avec les pieds devant, dans la posture effrayante et malheureuse qui est celle des morts. Parce que notre alternative, l'alternative de nos dirigeants ne procède pas de la raison ni de la passion de la justice, il faut convenir que sous les cieux de nos ancêtres, les nuages qui s'accumulent assombriront bientôt la cité. Ni du Ghana, ni de Washington, nous n'avons accepté ou copié le bon message. Nous restons indifférents devant les mutations du monde, les interpellations explicites ou implicites du temps et des expériences. Faut-il voir ici les conséquences de la mauvaise dévolution du pouvoir que vécut le pays un jour de novembre 1982 ? Non, ne m'accusez point de délation, de diffamation ou d'outrage. Je suis rendu dans la seule œuvre de l'intellectuel qui vaille maintenant la peine. Je suis contraint à l'interrogation du citoyen qui craint pour ses droits et ses libertés. Je suis livré à l'insomnie du père de famille qui regarde ses enfants avec pitié, connaissant l'avenir effroyable presque sans bonheur qui les attend. Comment comprendre que le président soit aussi éloigné de la réalité de la dérive du pays ? Comment accepter que 26 ans après, ce qui était espéré comme un don du ciel pour moderniser le pays soit devenu le creuset de la perdition, le tombeau de toutes les valeurs, le moteur de la destruction de notre suprême dignité et de notre illustre identité ? Mais combien faudra-t-il de morts dans notre cas pour obtenir la mise en place de la mécanique d'une conférence de réconciliation ? Faut-il aller lire dans la comptabilité du Tchad, du Rwanda, de la Centrafrique ? Non, Monsieur le Président, vous n'êtes pas sur la bonne voie et vous ne travaillez pas pour le bonheur de votre pays et de vos compatriotes. L'heure est en fait grave, et rien dans le ciel ne saurait nous aider avant que vous ne l'ayez vous-même fait par une nouvelle orientation, par une nouvelle responsabilité. C'est sur terre que se trouve le mal, et c'est sur terre que se trouvent les solutions. Nous avons longtemps cru, mais aussi appris et compris, que c'est à chacun qu'il revient de faire le lit dans lequel il va se coucher. Pour un peuple qui aspire à vivre dans une république moderne, dans un État moderne, le soin de son destin relève d'abord de la qualité du cadre de vie, et celui-ci est intimement dépendant de l'ordonnancement institutionnel.
Dans ce contexte, c'est au premier des citoyens, fût-il le pire des dictateurs, qu'il revient de prendre les décisions qui comptent, qui rassurent, qui bâtissent pour les enfants et pour les adultes, une cité de bonheur et un avenir de prospérité. J'ai cru encore comprendre que lorsqu'ainsi un président peut vivre distant de son peuple et même de son pays, il n'en sait plus rien et n'en pense plus du bien. Alors s'installe une forme de désespoir qui peut conduire soit au Libéria de Samuel Doe, soit à la Guinée de Comté, soit à la guerre permanente du Tchad. Avez-vous, Monsieur le Président, choisi ces options? Avez-vous, Monsieur le Président, choisi le pire? Le destin du Cameroun ne peut plus, en dépit de 1000 investissements, être admiré et vanté. Qui vous a dit que les Camerounais attendaient encore des promesses après tant d'occasions manquées et tant de fautes impardonnables? À chaque étape, à chaque nouvelle année, ils ont attendu, espéré, rêvé et réfléchi. Mais à chaque fois, depuis cette monumentale escroquerie appelée tripartite, ils vous ont vu jouer comme un tricheur au poker qui utilise tantôt des cartes biseautées pour des résultats gagnants, et tantôt des vraies cartes pour des résultats perdants. Cette autre bêtise appelée ELECAM, n'est-elle pas un nouveau trucage à ciel ouvert? Mais comment pouvez-vous ainsi nous livrer à la moquerie du reste du monde? Faut-il désespérer pour le Cameroun? Ou faut-il désespérer pour son président? La compréhension populaire du droit, c'est d'abord la référence à l'institution d'un code d'honneur dont le but principal est de protéger la société. Il en va du droit tout court comme du droit international, et de ses différentes autres spécialités. Les premiers enseignements destinés à l'étudiant en droit ne sont généralement rien d'autre que la substance des fondements de la philosophie et de l'esprit de la règle de droit. En somme, il n'y a de règle de droit que pour autant que le consensus général sur son utilité et son impartialité est rigoureusement établi. Nous sommes ainsi, en permanence en face d'une organisation structurelle écrite de la morale publique. C'est donc tout naturellement et logiquement que l'on retrouve l'État, détenteur et gestionnaire de la force publique, dans le rôle instrumental de police, et ce après que le pouvoir judiciaire est intervenu, en tant que de besoin, en arbitre pour faire la part des choses, témoigner, et garantir l'intégrité de la loi au moyen des décisions des tribunaux. À évolution positive du droit international, mais dans le domaine international, le principe selon lequel les acteurs des relations internationales ne sont pas susceptibles de sanctions contraignantes fut longtemps l'un des artifices de considération. Certes, il demeure difficile de soutenir avec pleine certitude que les choses ont changé, particulièrement si on s'en tient au peu de cas que font des résolutions de l'ONU, certaines grandes puissances ou quelques États classés voyous. Néanmoins, l'empire de l'impunité absolue et de la désinvolture des acteurs a subi d'immenses altérations dans le sens positif et dans l'intérêt de la collectivité humaine universelle. Sous la pression des événements et des nouvelles technologies de l'information, une véritable opinion publique internationale a vu le jour, en même temps que l'exigence d'un minima de raison publique internationale et de codes de conduite effectivement obligeants pour tout le monde. C'est dans l'agencement de cette évolution qu'il faut situer la création par le traité de Rome, de la Cour pénale internationale, que certains États tardent encore à ratifier. Or, si le droit matérialise la conscience collective de la nécessité d'une harmonisation civilisée des mœurs pour la sérénité des rapports humains, il perd toute valeur éthique et en conséquence, toute considération et toute respectabilité, dès lors qu'il est perçu comme instrument de domination de certains, outil de spoliation et d'oppression, et carcan répugnant des objectifs obscurs. C'est de l'injustice que naît l'instinct de révolte, et c'est de l'instinct de révolte que se construit le processus de révolution, fût-elle silencieuse ou violente. Les sociétés qui évoluent vers la décomposition sont justement celles où le règne du droit dans sa substance stabilisatrice et équidistante a pris fin pour laisser la place à l'anarchie. Dans cette optique, les gouvernants sont avertis que toute manipulation du droit constitue automatiquement une distanciation inacceptable pour les citoyens par rapport aux attentes d'équité et de protection. Nous avons évoqué tantôt l'évolution qui patiemment a abouti à consacrer un droit international de plus en plus effectif, actif, réactif et obligeant pour les acteurs des relations internationales. Malheureusement, il faut encore convenir aujourd'hui que trop de choses restent à faire ou parfaire,
et que le chemin à parcourir pour parvenir à un stade de viabilisation et de respectabilité générale de ce droit reste truffé d'embûches. Nous ne sommes toujours pas sortis ou entièrement sortis du règne du droit du plus fort, du puissant, du riche, bref de l'Occident judéo-chrétien. La Cour pénale internationale est devenue en effet le symbole de cette évidence qui fait dire à de nombreux analystes impartiaux que cette institution n'est rien d'autre que le bras judiciaire d'un nouvel impérialisme en pleine reconversion. B. Procès commandité et modèle de manipulation. Le procès en cours de Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président de la République démocratique du Congo et chef du principal parti d'opposition dans ce pays, apporte une preuve on ne peut plus éclatante de la permanence de la colonisation et du règne de la force dans les rapports entre les peuples, les nations et les États. L'arrestation du dirigeant congolais ne correspond en réalité à aucune logique acceptable. Il ne s'agit point d'une arrestation dans l'intérêt des peuples africains, ni dans l'intérêt de la morale publique en général. Aussi convient-il dès à présent de fonder la contestation populaire sur une légitimité continuatrice des revendications de dignité, d'égalité et d'indépendance qui marquèrent les années 1950 et 1960. Le dossier de l'accusation dans ce procès de la honte ne tient pas au souci de rendre justice pour des peuples martyrisés. Il tient à la volonté de vengeance de quelques colons mécontents du viol de leurs intérêts et des sévices subis par quelques Européens lors de l'épopée de la guerre civile centrafricaine. La Cour n'est pas concernée par les viols des femmes centrafricaines, elle veut faire payer aux leaders congolais le crime d'être le chef d'une bande de nègres qui ont osé s'introduire de force dans les jambes d'une citoyenne belge, laquelle est rentrée ensuite se suicider dans son pays. Cette vérité est celle qui ressort d'une enquête impartiale sur le terrain à Bangui. Par ailleurs, nul ne peut, au-delà d'une double articulation dont l'autre aspect est la protection du pouvoir fantoche de Kabila fils, expliquer qu'un tel acharnement soit mené contre un individu dont tous les renseignements n'en font point un violent. Des questions fusent pour contrer le curieux procureur de la Cour pénale internationale, qui, pour une très grande partie de l'opinion africaine, est une simple marionnette entre les mains des grandes puissances. Comment et pourquoi n'a-t-on pas arrêté ou même simplement inquiété le donneur d'ordre qu'est Ange Félix Patassé, le président centrafricain qui avait requis les forces de Jean-Pierre Bemba? Que fait-on des exactions commises par les troupes de François Bozizé, actuel président, notamment ces mercenaires tchadiens qui, même longtemps après l'accession de celui-ci au pouvoir, ont continué à se livrer à des pillages? En quoi l'arrestation, l'inculpation, le jugement et la condamnation du leader congolais sont-ils utiles pour les peuples africains en général et la paix en Centrafrique en particulier? L'on appréciera comme toujours le formidable effort de manipulation déployé par les relais de l'impérialisme international, à l'instar des radios étrangères qui ont pignon sur rue dans le continent au moyen d'émetteurs d'une puissance insolente et provocatrice. L'on a entendu sur les ondes des reportages taillés sur mesure, mêlant de pauvres femmes et des individus requis pour dire comment et combien les troupes de Bemba ont été méchants, comment et combien ils sont reconnaissants à la CPI pour avoir ouvert ce procès, combien et comment ils sont heureux que le procès ait lieu, comment ils n'avaient jamais rêvé ni espéré que les crimes commis dans leur pays seraient punis un jour. C'est dialectique de la justice et de l'injustice. S'il subsistait encore un doute sur notre infantilisation permanente et l'humiliation du reste du monde par les États et les lobbies occidentaux puissants, voici étalée une autre preuve irréfutable, à travers ce procès d'avance sans objet, malsain, injuste, inacceptable. Nous ne nous situons point dans une logique d'impunité, et encore moins celle du pardon impropre des crimes de sang, des crimes barbares dont les chefs de guerre de toute nature sont potentiellement commanditaires. Ce qui est en cause dans notre démarche, c'est la contestation de la prééminence d'une institution grossièrement partiale, et dont il apparaît dorénavant qu'elle n'a rien d'un outil de régulation équitable des rapports internationaux. Nous en arrivons de fait à la source de l'anarchie dès lors que la dialectique du juste et de l'injuste aboutit forcément, selon le côté dominant du couple ainsi formé, à produire et à valider la libération d'une multitude d'énergies indépendantes et incontrôlées. Le droit perd et sa substance et son autorité morale, dans sa mise en exergue comme jouet des puissants, idéologie des truands, et bras obscurs des menteurs. La CPI n'est pour nous rien d'autre que la reproduction des avatars du racisme construit sur le socle d'un modernisme biaisé,
unipolaire et sectaire. C'est la consécration de la pensée unique. Elle n'a jamais reçu les ordres d'enquêter sur les crimes de Kagame, ni sur les dizaines de morts des rues de Guinée et du Cameroun lors des émeutes de la vie chère. Elle n'a jamais tiré les conséquences des témoignages des assassins de Thomas Sankara, qui ont clairement désigné le fringant Blaise Compaoré comme leur commanditaire. Cette cour pénale est une cour aux ordres, une cour à problème. Comment voudra-t-on cautionner l'inculpation de Béchir du Soudan ? Avec quels arguments convaincra-t-on les Congolais que leurs fils, frères et dirigeants méritent le sort qui lui est fait ? Le principe d'une justice internationale demeure une gigantesque hypocrisie, à défaut d'être une entreprise de truands et de quelques États voyous d'un autre genre. La CPI ne peut plus valablement être une épée de Damoclès suspendue sur la tête des dictateurs comme certains l'ont présenté. Elle n'a pas la dimension morale et éthique nécessaire. 15 janvier 2009. Le champ de considération et d'analyse de la majorité des observateurs de l'évolution des États-Unis, au moment où le 44e président de l'Union prête serment, est resté cloîtré sur une sorte de rêve biblique et de scénario hollywoodien. Très peu d'observateurs se sont donné la peine de revenir en arrière pour essayer de sonder l'histoire américaine, pour comprendre comme de façon récurrente, on assiste tous les 4 ans, mais surtout tous les 10 ans, à une polarisation du monde sur la dévolution du pouvoir à Washington. Certes, le moment, le contexte, la personnalité et l'identité, voire la couleur de la peau du nouveau président, pour une fois, ont pu conduire à abandonner l'exigence d'une démarche scientifique, d'une recherche logique, pour privilégier au contraire des démonstrations, des significations et des attentes longtemps frustrées. Pourtant, rien ou presque dans ce qui vient de se passer à Washington ne se situe en dehors de l'aboutissement d'une parfaite progression d'une société dont les principaux acteurs ne ratent aucune occasion comme Obama l'a encore fait, pour rappeler qu'elle est la plus innovante, la plus dynamique et la plus créatrice de la planète. A. L'obsession du rejet de l'administration Bush. En fait, de l'extérieur comme de l'intérieur, les jugements semblent davantage porter sur la critique acerbe de la présidence Bush plutôt que sur une réelle évaluation du phénomène Obama, s'il en est véritablement un. La trop grande habitude de suivre les mouvements d'humeur qui emportent une dose de folie et pourquoi pas de passion déraisonnée, fait qu'au final, même des gens intelligents, des scientifiques, se laissent envahir par le discours de circonstance. À l'occasion d'une transition du pouvoir dans laquelle l'on a vu l'autre face de l'Amérique, celle bien plus prompte à l'égalité des chances que n'importe quel autre pays, il est tout de suite apparu aux yeux de beaucoup de gens qu'une sorte de révolution messianique proche des prédictions des témoins de Jéhovah avait pris corps. Il importe de ramener un peu de calme dans ce délire de 6 mois, le délire qui dure le temps de la désignation de Barack Obama comme candidat du Parti démocrate, jusqu'à sa victoire face au candidat républicain John McCain. Croire que la réunification des cœurs souillés de sang et de haine, l'effacement des plaies qui minent les peuples, et la fin des fractures qui si ouvertement divisent le monde sont arrivées procède de l'utopie. Il faut déjà situer la responsabilité réelle de George Bush, tant par rapport à l'histoire générale du monde ces 8 dernières années, que par rapport à la défense des intérêts et de l'idéologie fondatrice des États-Unis d'Amérique. Le recours à des sondages faisant ressortir une impopularité réelle ou passagère du dirigeant d'une si grande nation multicolore, polyvalente et hyperpuissante, ne constitue en rien un outil crédible de jugement historico-politique et diplomatique. George Bush entre dans l'histoire des États-Unis comme le président qui a fait face avec détermination aux premiers et aux plus grands défis auxquels ont été confrontés les États-Unis depuis le lancement du Spoutnik par l'URSS en 1957, et la crise des missiles de Cuba. Les attentats du 11 septembre ont représenté pour l'Union un moment de frayeur et de réveil aux implications multiples. Jamais les historiens n'écriront que le président Bush fut incompétent à ce moment précis, ou qu'il engagea la mauvaise décision lorsqu'il annonça alors en réponse une guerre totale et sans pitié contre les artisans de la civilisation de la barbarie. Obama n'a pas dit autre chose en réitérant dans son discours, après avoir prêté serment, que l'Amérique vaincra les extrémistes. B. La Bible, le canon et la charité, pour la prééminence des États-Unis. Aussi loin que l'on puisse remonter dans l'histoire des États-Unis,
la conclusion est évidente sur la permanence d'une certaine incantation biblique alliée à la détermination de protéger les valeurs essentielles contre l'ennemi, et la promesse de compassion active avec les faibles et les pauvres, dans une même logique globale d'affirmation de la puissance et de la prééminence. Aux États-Unis, la pire des injures c'est d'empêcher quiconque de croire à sa force, à son indépendance et à sa liberté, de s'en remettre à l'Église de son choix. L'Amérique a toujours cru en sa force dans tous les sens, et l'extériorisation des valeurs de ce grand pays insulaire à des fins de domination n'a jamais souffert de contestation. Ce n'est pas sur la domination du monde que les Américains pourraient se séparer ou se quereller, c'est sur les conséquences de la faiblesse ou de l'insuffisance de sa force par rapport au reste du monde, que les citoyens de ce pays ont toujours développé des dissensions. De la période qui va de 1914 à 2008, il est patent de voir s'étaler le génie d'une capacité de reconversion permanente, et la force d'un instinct de création de richesse que l'on ne retrouve chez aucun autre peuple. À chaque fois que le monde a semblé vaciller dans 1000 soucis, l'Amérique a émergé à nouveau comme une bête jamais défaite qui se relève pour finalement vaincre le chasseur. C'est au président Wilson que l'on doit le traité de Versailles qui mit fin en 1918 à la Première Guerre mondiale. C'est ensuite à Truman que l'on doit l'érection de la stratégie globale du monde occidental contre le communisme. C'est à Roosevelt que l'on doit le New Deal dont semble vouloir s'inspirer Obama. Personne n'oublie le ton et les envolées messianiques de John Kennedy. C'est à Nixon que l'on doit le formidable développement des industries de l'armement américain, à la fin des années 1960 et le début de 1970. C'est à Carter que l'on doit les corrections de l'image des États-Unis après la déconfiture du Vietnam. C'est à Reagan que l'on doit la réaffirmation de la fierté des États-Unis et la justification des guerres pour la liberté. C'est à Bush père que l'on doit la préservation de l'unité territoriale des pays du Golfe, après l'invasion du Koweït par l'Irak. C'est ensuite à Clinton que l'on doit la réincarnation d'une diplomatie de charme et de conquête, avec une image compassionnelle rappelant Kennedy. C'est à George Bush fils que l'on doit la volonté de démocratiser le monde arabe même contre sa volonté, et le recentrage du rôle de l'Europe après la guerre froide. Voici donc arrivé Obama, dans la même logique de correction qui traduit une constance de make and remake, check and balance, destroy and rebuild, dans la philosophie existentielle profonde d'une Amérique dominatrice et résolument chrétienne, une Amérique qui ne perd jamais et ne s'avoue jamais vaincue. L'homme est simplement entré dans un costume qui convenait à ses mesures, et ses compatriotes l'ont accepté comme une solution pour déverrouiller les écrous dorénavant inadaptés ou mal ajustés. Il passera comme les autres. C'est réalité du mythe multiracial et réalisme de circonstance. Le plus surprenant dans les mois à venir sera sans aucun doute la réalisation par beaucoup que l'Amérique est restée cohérente et que l'identité du locataire de la Maison-Blanche n'est finalement que de trop peu d'incidence sur la marche du monde et sur l'ordonnancement des intérêts vitaux des peuples, des États et des nations distincts. Peut-être comprendra-t-on alors, et mieux pour certains, comment un fils d'immigré, ce qui n'a rien vraiment d'exceptionnel au regard de l'évolution programmée de la société américaine, est devenu l'artisan d'un rêve construit sur 1000 passions, 1000 ambitions et 1000 aventures. Ce n'est pas tant le tournant d'une longue pratique de coexistence des diversités et des différences qui fonde le phénomène, c'est l'urgence de l'élaboration d'une nouvelle étape à l'orée des nouveaux défis, et au sortir d'un nouveau cycle dans les mutations incontournables du monde. Tout comme beaucoup de Français avaient voté Sarkozy pour sacrifier un conservatisme devenu pesant et incarné par une classe politique redoutée et trahie, ici l'on est allé chercher dans l'habitude de la contradiction et la capacité légendaire de contestation institutionnelle et religieuse, pour promouvoir une nouvelle promesse et éclaircir de nouveaux horizons. Obama est arrivé à ce moment historique, et dans la mouvance d'exigences en quête de personnalités charismatiques pour les incarner et les matérialiser. Il est plutôt surprenant que dans plusieurs analyses, l'on ait cru percevoir une forme de renonciation de ce que l'Amérique est profondément. C'est une méconnaissance de ce que les Américains ont exprimé avec passion et détermination, à travers les urnes. Croire comme quelques attardés de l'intelligence que l'Amérique réparatrice de tous les préjudices, mère de tous les fainéants, et fédératrice de tous les salauds des dictatures est sortie subitement des bois,
et d'une déplaisante simplification. Parce que l'idéologie américaine est de façon substantielle à l'opposé des dictatures et de tous leurs comparses, il faut avec raison interdire aux meurtriers de la liberté et à leurs serviteurs organiques, dont la plupart occupent des chaires d'université, de s'approprier Obama. Certains ont même hâtivement commis des livres. Taisez-vous. 22 janvier 2009. Si la logique des relations internationales demeure celle du cynisme des intérêts des États-nations, elle doit ce caractère de perversion morale et matérialiste aux prédispositions des uns et des autres selon la nature du système politique, le type de régime, et le niveau de participation des citoyens. Il ne devrait ainsi apparaître pour généralité l'habitude de compromission de certains États, ou le laxisme voire la trahison de certains autres. En réalité, il dépend des dirigeants des États, en fonction de leur mode d'accession au pouvoir, de la qualité des relations avec leurs citoyens et de la qualification de la légitimité de leur pouvoir, de poser des actes sains ou des actes sales dans l'arène diplomatique mondiale. Dans la plupart des négociations qui meublent et animent la vie internationale, en fait, les relations de coopération, les rapports de force sont déterminés à la base par des éléments simples, mais structurels, qui permettent de déterminer de façon presque automatique l'orientation de tout un chacun. Il est possible de prédire comment vote un régime de dictature protégé par telle ou telle grande puissance, selon qu'une question concerne le protecteur ou son rival. Depuis le lancement des négociations sur les APE, nouveau partenariat économique imposé par l'Union européenne pour remplacer les vieux arrangements ACP, l'on assiste à un étalage classique des relations d'influence qui aboutissent à changer complètement la volonté d'un petit État, voire à le conduire à choisir des orientations contraires à ses intérêts à long terme. A. Du principe et des dérogations. Certes, le principe cardinal de la promotion des intérêts nationaux induit une spécificité devant laquelle nul ne peut ériger des contradictions ou des oppositions, sans remettre en cause l'essence même des relations internationales. La Côte d'Ivoire ne peut pas avoir les mêmes intérêts en toutes circonstances que la France, les États-Unis ou la Turquie. De même, il ne viendrait point l'esprit de qui que ce soit de confondre les intérêts de la Chine par exemple, avec ceux de la Centrafrique ou du Tchad. C'est donc tout à fait normal que l'on retrouve les plénipotentiaires de ces États dans une diversité de positions et de votes, sur quelques questions d'importance de la diplomatie planétaire. Pourtant, à considérer un cas d'école qui est celui des APE que le Cameroun vient de signer en dépit de la forte opposition du groupe africain dans son ensemble, il apparaît clair, au regard de nos postulats mis en exergue tantôt, que la démarche des États peut par moments constituer une rupture dans la planification stratégique des intérêts nationaux. Que se passe-t-il donc vraiment ? En somme, il faut revenir à la définition et à la conduite des relations internationales de l'État. Si c'est de l'exécutif et surtout de la plus haute autorité représentative de l'État, des armoiries et des emblèmes nationaux que relève la responsabilité des rapports avec l'extérieur, c'est néanmoins du peuple souverain, de sa conception de son destin et de la projection de ses ambitions, qu'émergent les pensées, les philosophies et les stratégies subséquentes de toute démarche vers les peuples tiers. Il n'est de diplomatie assumée, viable, acceptable et défendable par le peuple que celle qui, à la source, requiert son assentiment et magnifie sa participation à la construction nationale à travers le choix libre des dirigeants. Les régimes autocratiques gèrent et opèrent pour eux-mêmes, leurs fantasmes et leurs relations de compromission, les décisions prises sur le plan diplomatique. Or il est établi par l'expérience que l'État n'est plus qu'un jouet et une marionnette institutionnelle, dès lors que son principal dirigeant agit, gouverne et se maintient grâce à la protection de puissances tierces. L'histoire diplomatique a donné un nom à ce genre de curiosité institutionnelle. République bananière. B. Le drame de la division. L'on admet que dans des cas de politique élaborée à l'occasion des causes pamphlétaires ou ultra-humanistes à dessein, ce à quoi ont pu ressembler les luttes anticolonialistes trop vertueuses des années 1960 ou encore les diatribes anti-apartheid, tous les États fassent amende honorable en se prononçant de façon cohérente et positive. Il s'agit, il convient de le souligner, de situations où idéologiquement parlant, il n'est possible pour personne de soutenir une position négative sans tomber dans le ridicule.
Ici, les puissances dominantes tolèrent d'autant mieux les diatribes que celles-ci n'enlèvent rien à leurs intérêts spécifiques. C'est justement le saut dans la configuration ou l'expansion des intérêts colossaux, immédiats et précis, qui expose le degré de cynisme, d'impérialisme et de possession des puissances. Les APE initiés par l'Europe tracent la voie d'un nouvel âge de domination absolue des pauvres par les riches. Il s'agit d'exiger des pays faiblement industrialisés, ce que sont la plupart des pays africains, de sacrifier leurs petites unités de production et de laisser grandement ouverts leurs marchés. En somme, c'est une demande formulée à une maman, de laisser ses bébés se battre avec des adultes tout en sachant qu'ils n'ont aucune chance de survie. C'est la corde donnée à un être humain pour se pendre. Voilà ce que sont les APE que quelques autocraties idiotes ont signé ou vont signer, pour garantir la continuité des privilèges de protection des pouvoirs personnels des potentats. Le sens de la division fut de tout temps une arme toute bête du plus fort en face des petits aux allures d'agneaux mouillés. Même au plus fort des années glorieuses de cette fameuse majorité automatique avec laquelle la tricontinentale Afrique, Asie, Amérique latine et Pacifique domina les relations internationales, il était toujours possible de voir, à une occasion quelconque, un État fantoche se désolidariser. Aujourd'hui, les enjeux se présentent différemment dans la mesure où la division n'intervient plus comme extrapolation d'une volonté de privilégier un camp idéologique, mais plutôt de fructifier des relations personnelles mafieuses, sales, obscures. Il ne faut pas voir dans cette lourde dénonciation une volonté de trahir certains régimes où la démocratie et les élections libres et transparentes demeurent des denrées proscrites. Non, nous n'en sommes pas à conduire un procès. Ce qui nous intéresse et nous préoccupe, c'est de préparer les jeunes citoyens à maîtriser ce qui se fait en bien ou en mal en leur nom, et certainement pour un destin sombre. Nous voulons montrer, mais davantage expliquer, que ceux qui signent à Yaoundé, Abidjan, Dakar ou ailleurs, en se désolidarisant d'un mot d'ordre de groupe à l'échelle régionale ou sous-régionale, obéissent à des ordres logiques selon leur nature, leur légitimité et leur peur de perdre le pouvoir du pouvoir. Ces échanges inégaux. Chaque jour qui passe nous ramène à l'évidence de la permanence de l'échange inégal entre les nations. La mondialisation, articulation d'une transformation de la planète en un majestueux village homogène, n'est qu'un leurre effroyable et sans doute la plus terrible mystification dans l'analyse des phénomènes sociaux. N'allez pas dire que les entreprises du groupe Bolloré ou Lafarge entreront dans une compétition saine et loyale, avec celle du groupe Fotso ou Kadji. Ce n'est pas le fabricant de chaussures implanté à Dakar, qui rivalisera avec les maîtres italiens du cuir sans se casser la gueule à très brève échéance. Mais que vendront donc les entreprises gabonaises ou ougandaises à l'Europe, en échange de tous ces outillages de pointe qui seront déversés sur leur marché ? La tentation de crier à la trahison n'est pas loin, de même que la hargne de vouloir dès maintenant préparer les procès de ces régimes condamnés à vendre leurs âmes pour la seule consécration des dictateurs qui les gouvernent. Le jugement de l'histoire continuera de retenir, comme une incontournable et amère leçon, que la faute des peuples dont les richesses sont ainsi bradées est de ne pas savoir se révolter. 29 janvier 2009. De tout temps à travers le monde, des jeunes gens se sont battus, se sont donnés et se sont sacrifiés pour ce simple idéal qui se traduit en une quête de liberté, de bien-être, d'épanouissement et de développement. De tout temps, des enfants ont rêvé, ont essayé d'appartenir au monde et de continuer les œuvres du monde, de construire un destin heureux. De tout temps, comme une mécanique brutale et impitoyable, des adultes sans foi ni loi, des voyous, des imbéciles et des crapules en qui ces êtres fragiles appelés jeunes avaient placé leurs espoirs d'une vie meilleure les ont trahis, oppressés et jetés sur les chemins de la misère. D'Hitler à Mobutu en passant par Duvalier, Staline, Pétain, Pinochet, et tous les autres farfelus qui tiennent lieu de chefs de certaines républiques des temps modernes, les échos des enfants broyés par des politiques insensées destinées à assurer le triomphe des pouvoirs personnels et des projets diaboliques, continuent d'ensanglanter les livres d'histoire. Les enfants soldats du Libéria, de Goma, d'Abéché, du Darfour, tout comme ces enfants manifestant contre la vie chère de Douala, Conakry, Ouagadougou, sont tous des martyrs dont les funérailles restent à organiser pour la tranquillité de notre esprit. Jamais le monde n'avait autant été poussé vers des horizons sombres pour la tranche de sa population, qui semble la plus hébétée et la plus délicate.
Si partout on a souvent entendu que le destin de ce monde repose sur cette jeunesse, l'on n'a jamais autant frôlé le mensonge et une réelle hypocrisie en sachant justement que la plupart des politiciens jouent contre son destin. Ah, l'impossible espoir. Mais s'il y a des raisons de croire que les peuples finissent toujours par trouver la voie ou les voies qui conviennent, la situation ne se présente pas exactement sous un jour positif, dès lors que la règle du jeu repose sur la tricherie, le subjectivisme et la destruction des socles sociaux d'égalité devant la loi et devant la mort. Il ne faudrait plus dire ni soutenir que les hommes naissent libres et égaux, ni que la loi est faite pour tout le monde. Il y a dans ces affirmations devenues chansons de quelques idéologues de la mal-gouvernance, la plus ignoble des manifestations de tricherie et de tromperie. Que vaut la vie d'un enfant né dans les sous-quartiers des cités africaines, où le choléra, la malaria et le sida font partie du décor naturel, et remplacent le climatiseur et les PlayStations qui encombrent les chambres des rejetons des cités bourgeoises et les salons insolents des pontes des régimes sales? Combien coûte la vie d'un enfant des bidonvilles de Rio de Janeiro à la bourse de New York, face à celle d'un rejeton des dictateurs africains dont les gosses sont logés dans des appartements cossus de Genève et sont conduits chaque matin à l'école à bord de limousines dernier cri? Que peut attendre un enfant, un jeune Camerounais dans un pays où aucun concours n'est ni libre, ni transparent, ni équitable? Que peut espérer un jeune homme dans un pays où il est compté et recensé comme un objet ethnique, pour les besoins d'une politique de catégorisation qui reprend tous les ingrédients et toutes les méthodes de l'ancienne Afrique du Sud raciste? La situation que vivent les jeunes dans les autocraties est celle qui tue les rêves, brise tous les espoirs et empêche les enfants de se projeter dans l'avenir autrement que par les voies de la violence, de la débauche et de la bêtise. Lorsque des adultes confisquent tous les pouvoirs et jouent avec les emblèmes de la République comme de vulgaires mouchoirs de poche jetables, il ne reste plus rien à attendre sinon des déceptions en cascade, le suicide et l'exil. L'Afrique qui se présente au monde en ce mois de février 2009 n'est pas un exemple idéal pour l'émancipation de ces enfants fragiles, qui ont longtemps cru que l'heure de la dignité et du bonheur arriverait avec la décolonisation et la modernisation. La cloche de la modernité mondiale a certes sonné, mais pour beaucoup de peuples, effrayés par la face et les méthodes hideuses des dictateurs qui refusent de quitter le pouvoir et changent les constitutions pour s'imposer à vie, même les armes ne sont plus la solution. L'exil est devenu la règle pour leur jeunesse. B. La perte de l'identité nationale au bout du désespoir. Il faut reconnaître que la conséquence première dans toute société qui crucifie sa jeunesse par des politiques inappropriées est la perte de l'identité fondamentale du terroir sans laquelle l'être humain n'a plus ni âme, ni repère, ni attache, ni ambition. Du jour au lendemain, par la faute de quelques individus avides de pouvoir et malhonnêtes, des enfants ne croient plus en rien et ne jurent plus que par la défaite et le désespoir. Il ne suffit pas de faire défiler des centaines de milliers d'enfants des quartiers pauvres soudainement ou occasionnellement habillés et maquillés pour faire bonne mine. Il ne suffit pas de faire vibrer des médias en une journée pour faire oublier la misère et la profonde fracture sociale. De tout temps et dans toutes les autocraties, les dirigeants illégitimes ont su jeter sur les pavés des milliers d'enfants pour chanter leurs louanges, pendant que leurs propres enfants restaient calmement dans leur salon décorés de moquettes et de rideaux princiers. La réalité d'un monde sans pitié, ni scrupules, où l'on empêche dorénavant des peuples entiers de connaître les joies de la démocratie et des élections libres, magnifie à merveille cette forme dangereuse de déception qui précipite les révolutions et allume des incendies. Lorsque la certitude du désespoir remplace ainsi la promesse du bonheur, et lorsque l'ambition de la compétence se voit crucifiée par le règne et le diktat des injustices, les flammes couvent et finissent par emporter même les régimes les plus méticuleusement protégés. Nous sommes nés et avons grandi avec les promesses mirobolantes d'un avenir radieux encastrées dans les discours de ceux qui gouvernaient. Nous avons passé la jeunesse sans connaître ni élection libre, ni liberté réelle, ni dignité, ni respectabilité effective. Nous avons juste appris que nos parents avaient fait de leur mieux en luttant avec des mains nues pour l'indépendance qui n'est jamais vraiment arrivée. Nos enfants que l'on appelle jeunes aujourd'hui pouvaient s'attendre à une société de dignité et de progrès. Au contraire, ils découvrent que les choses se sont empirées, que le pays n'a changé que pour cultiver la haine, la jalousie, la division, le tribalisme et la tricherie.
Les enfants réalisent que l'école des compétents n'est plus tout à fait la solution, que travailler durement n'est plus réellement récompensé, et que être honnête est devenu synonyme d'être idiot et inintelligent. Face à un tableau aussi sombre que continue d'assombrir davantage des dictateurs criminels aussi cyniques que le granit placé contre ciment, cette jeunesse se demande que faire. Aucun parent n'a plus de réponse, et le gouvernement, les sorciers, les marabouts sont muets. La seule solution n'est plus sans doute que celle qui consiste pour les dirigeants à subir la punition d'une révolution radicale et d'un changement institutionnel profond. C'est demain, c'est leur tour ou c'est la guerre. Partout dans le monde, c'est d'abord la jeunesse qui forme la plus grande armée, la plus redoutable armée, celle qui ne connaît de limite que la destruction de l'ennemi et la conquête de la dignité, la certitude de la victoire. Il n'y a pas de pays, de nation ou d'État, qui ne compte sur sa jeunesse pour faire la guerre. Parce qu'à l'âge de la fraîcheur du corps et de l'esprit, l'être humain affiche ses plus valeureuses compétences et sa plus studieuse énergie, les dictatures doivent prendre du recul et faire attention à ce qu'une jeunesse en colère et mécontente peut développer comme réponse interne. Cette armée redoutable qui sait battre et vaincre l'ennemi extérieur est encore mieux faite et plus déterminée lorsqu'il s'agit de chasser les régimes pourris. C'est elle qui renvoya Tsiranana de Madagascar après un règne sans partage. C'est elle qui scella le sort d'Haïlé Sélassié d'Éthiopie. C'est elle qui a conduit les révolutions les plus significatives qui ont transformé le monde et fait avancer l'humanité. De la révolte des 13 colonies d'Amérique du Nord qui donna naissance aux États-Unis, aux 2 révolutions françaises en passant par toutes les guerres de libération d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et des Caraïbes, puis la longue marche de Mao, c'est la détermination de jeunes gens formant des armées patriotiques et résolument nationalistes qui a été à l'œuvre. À toutes les autocraties irresponsables et cupides qui chantent les vertus de la jeunesse en déployant des politiques qui les mènent au désespoir et à la perte de l'identité nationale, il faut ici et maintenant rappeler ces évidences sociologiques, politiques et historiques incontournables. 12 février 2009. Lorsque démarre au mois de septembre 2008 aux États-Unis la crise des crédits hypothécaires, laquelle est partie du statut de crise financière pour se développer en crise économique profonde ayant les effets d'une puissante bombe à fragmentation, très peu d'analystes imaginent les proportions catastrophiques voire dramatiques d'aujourd'hui. Le monde n'est plus simplement noyé dans la crise, il est dorénavant engagé dans l'écroulement de certains des symboles les plus forts qui caractérisaient la réussite économique. Toyota a pour la première fois de sa longue histoire présenté un bilan déficitaire, 3 milliards de dollars de pertes, et des institutions bien plus prestigieuses ont fermé leurs portes. Tous les ingrédients qui ont engendré la forte poussée vers des innovations technologiques audacieuses durant les 20 dernières années, et un formidable accroissement du volume des échanges sont passés au rouge. Les pays riches, jadis locomotives d'une certaine idée de l'entreprise, de la production et de la gestion, affichent un profil bas. La désorientation est totale, au propre comme au figuré. On attendait Obama comme un messie qui allait, par son seul charisme, retourner la situation et permettre à l'économie mondiale de repartir. Pour lui, on a chanté, dansé et imploré le ciel. Rien n'est arrivé qui puisse changer le cours du drame que vivent maintenant les peuples qui, il y a moins de 2 ans encore, passaient pour des peuples à l'abri, super consommateurs, super protégés socialement, et confiants dans leur système de gouvernement et de conduite de l'économie. Une soirée passée devant un poste de télévision dans n'importe quel pays en Europe vous annonce l'ampleur des malheurs résultant de la crise. Les faillites se succèdent, des secteurs entiers d'activité sont sinistrés et menacés de disparition, le chômage a atteint partout la cote d'alerte, les ménages sont surendettés et les aides des gouvernements ne suffisent vraiment plus. Rien que pour le mois de janvier, la France a enregistré 45 000 chômeurs de plus, portant le total sur l'année à 270 000. Les chiffres pour toute l'Europe sont tout simplement affolants, pendant que pour les États-Unis, la situation a dépassé le stade de commentaire et de catastrophe. À retour de la xénophobie et au protectionnisme. Ce qui est grave dans ce tableau sombre, c'est que rien ne se présente de façon rassurante pour les prochains mois. Au contraire, les spécialistes de la prévision les plus optimistes ne voient que des ténèbres à brève échéance. Dans ce contexte,
Une autre crise, autrement plus grave et plus déroutante, frappe particulièrement les immigrés africains, qu'ils soient naturalisés, en situation régulière ou clandestins. C'est connu que lorsque les choses vont mal, c'est d'abord l'étranger qui est pointé du doigt. Si quelqu'un doit payer le prix fort, c'est d'abord celui qui vient d'ailleurs. Mais si seulement les choses pouvaient se limiter à une simple difficulté du moment, au niveau de chaque individu. Ce qui inquiète, c'est la montée de la xénophobie. Partout en Europe, les bruits de la chasse aux étrangers refont surface. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.